Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier à la fois ancien, discret et souvent mal compris, celui de rebouteux. Entre tradition, perception et réalité, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette pratique qui continue d'exister aujourd'hui grâce à Monsieur Bello, qui a son cabinet sur Champs-Vinel en Dordogne. Monsieur Bello, bonjour. Bonjour tout le monde, déjà. Comment est-ce que vous êtes devenu rebouteux, Monsieur Bello ? Je crois qu'on ne devient pas rebouteux, c'est une chose qui est imprégnée depuis petit. Il y a des choses qui se font, il y a des contacts avec d'autres personnes, avec mon père notamment, qui était sourcier. D'accord. Donc j'ai vécu dans ce monde un petit peu dès petit. Et c'est marrant parce que j'ai mon compagnon qui s'est trouvé aussi les sources et qui a essayé de m'initier à ça. Ouais. Je ne suis pas du tout réceptive. Mais voilà, c'est comme je pense que c'est quelque chose d'assez inné. Ouais. C'est comme le magnétisme. On vous fait croire que tout le monde peut être magnétiseur. C'est faux. Ouais. Il y a des fréquences que vous êtes magnétiseur ou vous n'êtes pas magnétiseur. Des fréquences élevées ou moins élevées. Alors tout le monde a du magnétisme, mais il y en a qui jouent comme Mozart et il y en a d'autres qui jouent comme moi, de la guitare par exemple. Et alors, voilà. Du coup, vous diriez que c'est un héritage familial, le fait d'être devenu rebouteux, ou pas particulièrement ? Pas de mon côté, mais c'est une chose que l'on sent dès qu'on est petit, adolescence, tout ça, c'est des choses qui montent petit à petit. Et la vie vous met sur un chemin où vous rencontrez des gens qui sont là-dedans. Voilà. Donc, et ça se manifestait comment quand vous étiez jeune ? Qu'est-ce qu'il y avait comme particularité ? J'avais toujours envie, quand quelqu'un avait une douleur, de toucher. D'accord. Ça, c'est un réflexe naturel. Toucher, masser, poncer et être inquiet par les gens qui ont de la douleur. Voilà. D'accord. Ça se manifeste comme ça quand on est petit. Et ça reste dans un coin de la tête. La vie évolue, le mariage, la maison, tout ce qui se passe. Et un jour, paf, il y a un déclic. Un déclic. Divorce, perte de quelqu'un... il y a quelque chose qui se passe. Et là, vous dites, là, je vais faire quelque chose. Parce que vous n'en aviez pas fait votre activité initialement. Il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a fait justement vous dire que vous alliez en faire votre activité principale. Exactement, c'est ça. Mais c'est toujours dans un coin de tête. Ça, c'est une chose qui reste vissée au corps, mais ça ne sort pas. Et le jour où il y a l'éclosion, ça sort. Et là, vous rencontrez les gens qu'il faut. Et après, c'est une chaîne, la vie est incroyable, mais c'est comme ça. Et alors, vous faisiez une profession qui avait un lien avec le fait d'être rebouteux ou rien à voir ? Pas du tout. C'est une profession pour faire vivre la famille. Voilà, oui. Alimentaire. Et alors, concrètement, en quoi ça consiste d'être rebouteux ? Ça consiste à soulager les gens déjà qui ont des douleurs, des problèmes courants, des dorsalgies, des lumbagos, des torticolis, des maux de dos, des entorses, des problèmes de genoux et des douleurs diffuses. Et le métier de rebouteux sert à essayer de soulager ces personnes-là. Et alors donc du coup, vous venez de nous dire un petit peu le type de douleurs pour lesquelles les gens venaient vous consulter, mais comment ça se passe concrètement quand vous les recevez ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous pouvez me décrire une séance un petit peu typique ? La personne rentre, bonjour, on s'assoit, après au revoir, mais bonjour, et discussion. Vous avez mal, est-ce que vous avez mal la nuit, est-ce que ça vous réveille la nuit, est-ce que ça vous fait mal à l'activité, est-ce que ça vous fait mal au repos ? Il y a tout un tas de questionnements. Un petit diagnostic que vous faites, oui. Voilà, et après, comme j'ai fait un peu d'iridologie, je regarde, c'est l'œil. D'accord. Je capte dans l'œil les faiblesses que peut avoir un individu. S'il est patobiliaire, s'il est fragile des os, des ligaments, des tendons, et ça me guide dans mon travail. Ça me permet déjà de dresser un petit bilan dans ma tête, pas de diagnostic, j'ai pas le droit, un petit bilan pour faire les techniques que j'ai à faire. D'accord. Parce que les techniques qu'il y avait autrefois étaient surtout sur des gens qui étaient bien esquintés, des grosses entorses, des grosses luxations d'épaule. Ça c'est les urgences qui s'en occupent. Maintenant, c'est fini. Le rebouteux et toutes les pratiques manuelles à l'heure actuelle ne s'occupent plus de ça. Alors, est-ce que vous conseilleriez, comme c'est un peu c'est de la médecine un peu parallèle, on peut qualifier ça comme ça ? Complémentaire, je dirais. Est-ce que vous conseilleriez
de ne pas attendre la douleur pour venir vous voir, ou est-ce qu'il faut déjà avoir une problématique? Il y a plusieurs sortes de schémas. Il y a la personne qui lève quelque chose et qui se bloque le dos, qui tourne son cou violemment et qui se bloque le cou, qui attrape un objet avec le bras et qui se bloque l'épaule. Ça, c'est un des premiers schémas. Et après, il y a les douleurs diffuses. J'ai mal un peu ici, j'ai mal là, j'ai des fourmis dans les mains. Et ça, c'est pas les mêmes techniques. On n'est pas dans les mêmes schémas. Donc moi, déjà, j'analyse ces schémas par les questions. Et après, comme je vous l'ai dit, je pratique ce que j'ai à faire. Et alors, qu'est-ce que vous diriez que vous faites que les gens ne comprennent pas forcément dans votre activité? Je travaille beaucoup sur des techniques que les rebouteux ne font pas ou ne font plus, parce que je travaille sur des points de peau qui se déprogramment. Voilà, je travaille beaucoup sur les fascias, c'est-à-dire je ne fais pas craquer, je ne fais pas de douleur, je ne tords pas dans tous les sens. Je travaille sur des méridiens tendinomusculaires. Mais ça, c'est des vieilles techniques que je pratique, comme l'on m'a appris, qui viennent d'Indochine. Voilà. Qui ne sont pas connues. Donc, les gens, ils ont mal, je les... Tac, 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 ça fait pas mal. Et ils se demandent pourquoi ça marche. Ah, génial. Voilà. Oui. Donc, c'est pas à 100%, commun. Sinon je m'appellerais Jésus. C'est pas le cas. Et j'essaye avec cette technique-là, de faire un travail. Mais au-delà de la technique, il y a un ressenti du rebouteux. Voilà. Ça, c'est dans les mains, mais ça ne se discute pas, ça. Ça, je ne peux pas l'apprendre. Voilà. Est-ce que, j'imagine que votre métier, ça suscite parfois des doutes. Vous le vivez comment, ça, le fait de... Non, il ne faut pas de doute. Dès que vous avez un doute, c'est que votre cerveau s'est mis en route et il n'y a plus l'instinct, l'automatisme. Donc le cerveau, il coupe des choses. Donc ça, il n'y a pas de doute. Je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire. Quand c'est fini, au revoir monsieur, au revoir madame, et votre corps va faire le travail. Parce qu'en fin de compte, c'est une information que je donne au système nerveux dans le travail. Ce système est donné, et après le système nerveux réagit. Alors il y a des gens qui réagissent tout de suite, il y a des gens qui réagissent 2 jours après, d'autres 5 jours après. Ça dépend la douleur, ça dépend les personnes, ça dépend comment ils ont absorbé mon information, ça dépend si moi j'ai bien fait mon travail, il y a plein de paramètres. Mais en dehors des doutes potentiels que vous pourriez avoir, par exemple, je pense surtout au fait des personnes qui viennent vous voir et même par exemple peut-être au corps médical, qu'est-ce qu'ils en disent de ce que vous faites? Le corps médical, j'ai souvent des gens qui viennent avec des radios, des IRM et tout un tas de techniques modernes de détection et il n'y a rien en fin de compte. Parce que c'est très fin comme travail. Et le corps, lui, il réagit à des problèmes très fins. Quand vous faites un torticolis, il n'y a rien. Vous pouvez prendre une radio, un scanner, ce que vous voulez, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose. Et c'est là où j'interviens et ça ne marche pas trop mal. Et est-ce que vis-à-vis des personnes qui pourraient être sceptiques par rapport à ce que vous faites, est-ce que vous cherchez à les convaincre ou est-ce que vous ne cherchez pas spécialement à le faire? Convaincre, c'est une perte de temps. Il ne faut pas perdre son temps à ça. Les gens qui sont sceptiques, ils ne viennent pas. Voilà. Ceux qui viennent, ils ont été envoyés par quelqu'un, mais je sens une petite réticence. Donc là, je laisse faire, je fais mon travail et si ça marche, le scepticisme, des fois, il s'éloigne. J'ai des exemples. J'ai une dame qui vient régulièrement là, et qui a son mari dans sa voiture et il dit à sa femme, je t'amène chez le sorcier. Voilà. Donc avec un regard un petit peu... péjoratif. Critique. Et un dimanche matin, cette dame m'appelle et me dit, mon mari vient de se coincer. Et ben, je lui dis, amenez-le chez le sorcier. Et depuis, c'est un client. Ah bah génial. Est-ce que c'est pas plus satisfaisant même de rendre un sceptique convaincu? Ah ben ça c'est sûr. Là c'est le... c'est le Graal. Voilà, on va pas dire le Graal, mais c'est une satisfaction. Parce que sans rien prouver avec la parole, on travaille et le résultat est là. Est-ce que vous diriez que ça a évolué votre pratique au fil des années, puisque c'est quand même une profession d'antan, qui d'ailleurs, est-ce que vous savez de quand ça date, le fait d'être rebouteux? En Égypte, on trouve déjà dans les pyramides des gens qui font des manips sur d'autres personnes. D'accord. Alors ça s'appelait pas les rebouteux, mais ça existe en Angleterre, ça existe aux États-Unis, ça existe dans tous les pays. Il y a eu des pratiques où des
des revues, des sculptures, des peintures, des bas-reliefs où il y a des gens qui se font manipuler. Voilà. Enfin, manipuler, j'aime pas trop le mot. Soigner, on va dire. Voilà. La technique a évolué, oui, parce que la force des choses fait que les douleurs et les problèmes ne sont plus les mêmes. Autrefois, vous aviez une grosse luxation d'épaule, c'était le rebouteux. Vous aviez un coude démonté, c'était le rebouteux. Maintenant, ces grosses pathologies, c'est les urgences. Le rebouteux, comme je vous le disais tout à l'heure, et toutes les professions techniques, manuelles, ne font plus ça. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils savent le faire. Voilà. Moi, je sais faire, j'ai appris, j'ai eu des occasions. J'ai des exemples d'un petit enfant de 5 ans dans une école qui s'est luxé la hanche. Chez un adulte, ça arrive rarement, à part un choc très violent, mais les enfants, c'est facile parce que c'est laxe. Et je suis arrivé, on a débarrassé une table, j'ai remis la hanche à ce petit enfant devant pas la foule, mais devant d'autres personnes, les instituteurs et tout ça. Son père m'a appelé, il voulait voir que moi. Voilà, ça c'était un exemple. Une autre fois, il y avait à Lacanau une compétition de ski nautique et il y a un monsieur qui s'est fait une luxation antérieure de l'épaule, c'est-à-dire elle est en avant et en bas. Donc on est rentré dans le bar avec ce monsieur, on a poussé les tables, on l'a mis sur les tables et clac clac, et j'ai fait mon travail. Ça c'est Et de là, il y a des gens qui faisaient la compétition, qui avaient des douleurs que j'ai fait. J'ai travaillé toute la journée en fin de compte sur les gens de cette compétition de ski nautique. Eh ben dis donc. Voilà. Mais ça, des épaules luxées, j'ai dû en faire 3. C'est tout. Il y a plus ce truc. Il y a par contre des douleurs d'épaule après opération. Après opération, le bras ne peut pas se lever. Mmh. Alors les kinés font leur boulot. Moi, je fais le mien derrière et voilà, et ça marche. Et alors, quelle est la différence entre un ostéopathe et un rebouteux ? Tout. Joker. Non, parce que, par exemple, moi, je ne saurais pas... moi, j'apparente un petit peu, mais sûrement de façon idiote, naïve, le métier de rebouteux à celui de plus moderne aujourd'hui d'ostéopathe. Qu'est-ce qui... Est-ce que c'est juste ? Qu'est-ce que je dois en penser ? Déjà, l'ostéopathie, il y a plein de courants. Donc, dans ces courants, il y en a qui vous font du craquage, il y en a qui vous font du massage, il y en a qui vous font du ponçage, il y en a qui vous réalignent en douceur, il y en a qui font du crânien. Je ne connais pas tous ces trucs-là, mais je sais qu'il y a plusieurs courants. Ensuite, il faut savoir que Steele, c'est le fondateur de l'ostéopathie, je crois, aux États-Unis, son père était... c'est pas les curés là-bas, mais il allait chez les Indiens prêcher la bonne parole, et son gamin c'était Steele, et il voyait les Indiens faire des massages et des remises en route de personnes qui étaient blessées, et petit à petit ça a germé dans son esprit, et il a fabriqué l'ostéopathie. Sauf que de là, c'est toujours pareil, dans une école, il y a des gens qui s'en vont et qui créent leurs propres choses. Et il y a différents courants. Il y a différents courants et je ne les connais pas. Moi, je ne sais pas faire la différence entre... Mais je tire ma carte, Joe. Eh bien, ça marche. Vous avez le droit. Est-ce que vous diriez... quelle est votre clientèle, patientèle de base, et est-ce que au fur et à mesure des années, vous vous adaptez à une nouvelle génération de patients ? Alors la clientèle, c'est beaucoup de la clientèle de la campagne, puisqu'on est à la campagne, à Chantevinelle, et qui savent que le rebouteux, c'est quelqu'un qui fait son travail, ils connaissent, puisqu'ils ont été en voir, ils me racontaient des anecdotes de rebouteux que j'ai connus, parce que j'ai travaillé avec d'autres rebouteux en Dordogne, et la clientèle, après... Chez les jeunes générations, le mot rebouteux, il n'est pas très connu. Il n'est pas connu. Mais est-ce que vous diriez qu'ils ont quand même cette sensibilité à ce que vous faites et à ce genre de pratique, ou est-ce qu'ils sont fermés par rapport à Non, ce ils ne sont pas médecine ? fermés, mais en règle générale, les gens qui viennent me voir, c'est quand ils ont fait le tour. Voilà, ils ont fait un tel, et puis on leur dit, va voir ce monsieur, il va peut-être te trouver une solution. Voilà, donc ça c'est la clientèle. C'est de la nouvelle clientèle de jeunes. D'accord. Et ce que je pourrais dire, c'est que le sport à outrance fait beaucoup de dégâts. Ah oui ? Ouais.
Bon, bah, ça va, je suis... Vous êtes tranquille. Je suis tranquille. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de performance, on veut performer, on veut aller toujours plus loin, toujours... Vous vous rendez compte, un corps, quand il fait 40-50 km en courant, alors ça va 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais quand vous avez fait ça pendant 10 ou 15 ans, il y a obligatoirement une usure qui se fait dans différentes parties du corps. Et ça, c'est compliqué à gérer parce que les gens ne veulent pas comprendre que c'est usé, donc ils vont voir 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et en fin de compte, quand on fait un IRM, on dit « Ah ben monsieur, c'est usé ». Oui, c'est trop tard. Voilà. Et ça devient compliqué dans nos sociétés, ça. Mais ce qui est assez paradoxal dans notre société, justement, de ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas trop de juste milieu. C'est-à-dire que soit les gens sont énormément dans le sport, et enfin moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui pratiquent des activités sportives. Je trouve ça très noble et très chouette. Et à contrario, des gens qui sont vraiment dans l'extrême au niveau alimentaire, hygiène de vie déplorable. Et c'est vrai que je pense que les deux... C'est un lien. Ouais. L'alimentation est un lien, parce que l'alimentation, elle est vraiment défavorable, déminéralisante, manque de minéraux, manque de vitamines, ça c'est énorme. Ça c'est ce qui construit votre corps. Autrefois les gens, ils faisaient 10 fois plus de travail, ils étaient 10 fois plus forts, et ils étaient 10 fois moins blessés. Là, c'est tout le contraire. Ouais. Et même je remarque que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus en surpoids, dès l'enfance, en France. Alimentation, trop de sucre, trop de gras, trop de frites, trop de... Ouais, malbouffe, quoi. Voilà, ouais. malbouffe. Et peut-être pas assez de dépenses. Ouais. Et alors, on retrouve ça même dans l'alimentation réglée, si ce n'est pas une alimentation qui est saine, avec moins de résidus de produits chimiques, moins d'engrais, moins de tous ces produits azotés qui sont en train de nous tuer. Ça tue la terre. Ouais. Donc ça, le corps, c'est comme la terre. Si vous ensemencez bien la terre, ça pousse. Si vous ensemencez mal la terre, ça pousse pas. Donc il faut mettre des substrats. Le corps, c'est pareil. Si vous ensemencez mal, si vous mangez mal, après vous êtes mal, donc vous prenez du substrat. Vous prenez des aliments chimiques ou non chimiques qui vont essayer de relever compenser, ça. Oui. Et compenser, mais ça c'est... Mais il disait justement, j'avais vu un reportage où aujourd'hui, par exemple, un fruit qu'on mange a 5 fois moins de vertus qu'il ne devrait, parce qu'en fait... Oui, sauf les cerises que je vous ai amenées. Eh bien, je me ferai une joie d'ailleurs de les manger. Plein de vitamine C. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on mange des fruits et des légumes, et je me suis fait de la réflexion il n'y a pas si longtemps, mais en fait, ça a presque même plus d'apport. C'est plein de produits chimiques, enfin, c'est une catastrophe. Ouais. Est-ce que vous diriez que, pour en venir à ce que nous disions, est-ce que vous diriez que votre métier il serait plutôt un peu en voie d'extinction, ou est-ce qu'il serait amené à se développer à nouveau ? C'est en voie d'extinction parce que déjà il faut avoir des capacités naturelles. Il faut avoir les capacités naturelles. Ensuite, ça disparaît parce que il y a des écoles de reboutement qui existent. Le problème, c'est que les gens vont dans ces écoles pour changer de métier. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, si c'est pas une passion, si c'est pas un ressenti profond, quand vous avez les mains sur quelqu'un, il faut avoir ça dans le sang, sinon ça marche pas. Et il y a beaucoup de mystifications à l'heure actuelle, de gens qui vous promettent la lune pour une somme importante des fois, et je vous disais tout à l'heure, il y a ostéo-rebouteux, il y a ostéo-machin, il y a reboot-thérapie, rebootologie, tout le monde met son nom à sa sauce. Moi, j'ai gardé le mot rebouteux parce que c'est un mot qui fait partie de nos traditions. À l'heure actuelle, on met la tradition à toutes les sauces, sauf que le rebouteux, il fait partie de la tradition, notamment en Dordogne. C'est un truc qui est lié au corps de toutes les générations anciennes, les rebouteux. Les rebouteux à Périgueux, autrefois, il y en avait 5 ou 6. D'accord, ah oui, je ne savais pas. Ben oui, il y en avait un pas loin ici, il y en avait en route de Paris, il y en avait en route de Lyon. Est-ce que c'est vous qui les avez éliminés pour avoir le monopole ? Je les ai cramés. Non, ils ont disparu par l'âge, parce que c'était des personnes âgées. Il y en avait une très connue, là, à Coulommiers, là, son père faisait, elle l'a fait. Je ne citerai pas son nom, mais j'ai connu cette dame. Il y avait une dame qui était rue comme des dames, avec qui j'ai appris.
Là, je peux citer son nom, c'est Marinette Menot, avec qui j'ai appris. Elle m'a beaucoup appris. Mais vous êtes aussi allé apprendre en Asie, non? Parce que j'avais vu un article de journal Oui. sur vous. Oui. Parce que vous êtes formé, vous êtes... J'ai fait des écoles. Oui. Voilà. Mais j'ai fait des écoles. Le problème, c'est que quand vous arrivez dans une école, normalement, c'est... Une école, c'est fait pour les gens qui sont déjà dans le sérail, c'est-à-dire qu'il faut être kiné, il faut être dans le truc. Moi, je suis arrivé comme ça, sans rien connaître, donc il a fallu que je travaille beaucoup plus que les autres, tout seul. L'anatomie, ce qu'il ne faut pas faire, les circuits énergétiques, enfin tout un tas de choses. Et puis petit à petit, j'ai fait une école, 2 écoles, 3 écoles. J'ai travaillé aussi à Montpellier avec un autre monsieur là, qui m'a appris une autre technique. Et tout ça relié, ça fait qu'on arrive à détecter beaucoup de choses. Adhésiolyse manuelle dynamique, j'ai appris avec ce monsieur. Et Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une technique de reboutement aussi, mais spéciale. Ça travaille sur les tissus. L'avantage, c'est que ça fait très mal. Voilà. Donc forcément, après, quand on sort, on se sent mieux. Donc je l'emploie avec parcimonie. Moi, je fais pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez un... Comment dire ? Qu'est-ce que les gens viennent chercher au-delà du physique quand ils viennent chez vous ? Les gens, ils parlent. Mm. Et moi, je laisse parler. Il faut que les gens ils aient un climat de confiance. Donc le climat de confiance, il se fait... C'est de la psychologie. Ils parlent. Ils parlent d'une chose et puis ça s'éloigne sur autre chose. Donc moi, ça me permet d'élargir aussi le champ de la personne. Je ne m'intéresse pas, vous avez mal au coude, je ne m'intéresse pas qu'au coude. Parce que ou à l'épaule. Souvent, c'est surtout des mots psychologiques qui sont à l'origine de mots physiques, vous diriez ? Ça arrive. Pas jusque-là, ça arrive, mais bon... beaucoup de gens qui disent ça, c'est des gens qui font pas de travail. On attribue tout à la psychologie. Oui, la psychologie a une part de choses, mais quand vous avez une douleur musculaire grave suite à un choc, c'est pas psychologique. Oui, bien sûr. On ne peut pas mettre à toutes les sauces. Voilà. Mm-hmm. Mais la manière dont les gens y parlent, ça indique beaucoup de choses. Et en plus, ça les libère. Voilà, moi je suis là, j'attends, et les gens ils parlent. Bon, arrive un moment, stop, je vais laisser parler pendant 2 heures. Je stoppe, mais c'est intéressant pour ces personnes de s'être vidées de choses, des fois qu'ils ne diraient pas aux autres. Et c'est marrant parce que c'est comme ce qu'on faisait quand on avait notre médecin de famille, quand on était plus jeune. Maintenant, ça n'existe plus parce que tout est question de rentabilité et les consultes durent 15 minutes. Mais dans le temps, moi je me souviens... Oui. Qu'on lui racontait tout à notre médecin. Oui, c'est la vitesse qui fait ça. Maintenant, tout est vite. Les gens veulent tout vite, les praticiens veulent tout vite. Quand vous voyez des gens qui font des forums et qui disent on va vous indiquer des techniques pour rentabiliser votre entreprise et faire plein de clients par jour, ceux-là, il ne faut pas aller les voir, parce que c'est une arnaque manifeste. Et ça marche. C'est le pire. Est-ce que vous avez un cas qui vous a particulièrement marqué, à part la fois où je suis venue vous consulter ? Oui, j'ai une dame qui m'appelle, sa mère était tombée et elle avait très 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 mal à l'épaule. Donc je l'ausculte, je la regarde et je dis stop, on appelle le SAMU, parce qu'elle avait l'épaule cassée. Ça, c'est des cas qui vous disent attention, le corps humain est fragile, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est un de mes premiers professeurs dans les cours de reboutement, c'est ce qu'il m'a appris. Ce qu'il ne faut pas faire et détecter ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand vous avez l'humérus qui est cassé, là, il y a une artère basiaire qui passe dessous, là. Si c'est cassé bien droit, ça va. Si c'est en biais, vous bougez l'épaule et vous coupez l'artère. Ah oui, donc là, sympa. On ne bouge plus et on appelle le SAMU. Est-ce qu'il y a une situation que vous n'oublierez jamais en dehors de ce cas Il y en a plein de situations. Il y en a plein. Il y a des gens qui arrivent avec les épaules bloquées. Il y a la dame qui arrive, elle a plumé des faisans, elle ne peut plus bouger l'épaule, elle repart, elle a l'épaule libérée. Ça, c'est des cas... C'est très courant, ça. Je veux dire, je n'en fais plus cas. Oui, vous n'en faites plus cas. Ça passe dans la nature. C'est naturel pour moi, maintenant. Et est-ce que vous avez déjà refusé de traiter quelqu'un ? Oui.
Pour quelle raison? Des gens qui ont une maladie grave et qui me le disent qu'à la fin de la discussion, c'est pour ça qu'il faut discuter, une tumeur, des problèmes de peau graves, ça je ne touche pas non plus. Le zona, je fais le zona, je pratique sur le zona. Voilà, des cas où j'ai refusé, oui, où des gens, il y a eu une fois ou deux où les gens ont été un peu insolents, donc cela, stop, rentrez chez vous, je ne veux pas vous voir. Des gens qui reviennent la deuxième fois et qui font un scandale, parce que ça n'a pas marché, alors que la deuxième fois, moi, on ne paye pas, c'est gratuit. Voilà, ça c'est des gens, stop. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que les cas où il y a une maladie, une tumeur ou un problème de peau, c'est des cas sur lesquels vous ne pourriez pas avoir d'impact ou qui pourraient être plus délétères pour eux. Vous voyez un spécialiste de la médecine, je renvoie directement dans les cordes. Là. Et alors, combien ça coûte? Parce qu'on parlait de... C'est 50 €, déclaré. 50 € la je suis consulte. Déclaré. Voilà, 50 € la consultation. Et la deuxième, en général, elle est gratuite parce que, en général, ils ne reviennent pas. Ça, c'est un bon marketing. Alors, ça. voilà, soit ça n'a pas marché et ils se sont taillés. La deuxième est offerte, mais vous n'en aurez pas besoin. Voilà. Ça, c'est le placebo. Qui est-ce que vous recommanderiez de consulter un rebouteux? Tout périlleux. Tout le monde? Non, tout le monde. Non. Dès qu'il y a une douleur, il ne faut pas attendre. Parce que quand on a une douleur, on dit ça va passer, ça va passer, ça va Puis passer. ça passe pas. Et ça ne passe pas, donc les gens, ils viennent. Ils viennent, ou moi, ou quelqu'un d'autre. Quand on a mal, il faut pas. C'est que c'est un signe. Votre corps, il a tiré la sonnette d'alarme. Il y a une inflammation, il y a quelque chose, il faut faire le travail. Bon, et à contrario, à qui vous ne recommandez pas de venir vous consulter? Des personnes qui sont malades, j'imagine? Ceux qui sont sceptiques, ceux qui arrivent en reculant. Une fois, j'ai une dame, elle me dit j'ai mon mari là dans la voiture, il a mal à l'épaule. J'ai dit laissez-le, je ne veux pas le voir. Il viendra tout seul. Voilà. Ça, c'est le coup classique. On ne force pas les gens à faire quelque chose. Il faut que ça vienne de leur propre chef. Mais après, on peut être sceptique et vouloir essayer. Oui, mais moi, je ne sais pas s'ils sont sceptiques quand ils arrivent. Oui. Et le gars qui arrive et qui me dit votre truc, là, moi, j'y crois pas, ça marche pas. Là, c'est compliqué parce que déjà, là, clac, il y a des choses qui se ferment. Oui. Voilà. Ça, c'est marrant parce que moi, c'est une anecdote personnelle, mais j'ai mon père qui croit pas trop, qui a tendance à pas trop croire en ces choses-là et qui un jour va voir comment on appelle ça? Ceux qui mettent des petites aiguilles. Oui, acupuncteur. Un acupuncteur et qui lui dit bon, de toute façon, je vous préviens, j'y crois pas. Oui. Puis il est ressorti de là, il s'est dit waouh. Oui, ben oui. Mais c'est vrai que c'est pas très cool pour l'acupuncteur, mais au final, ça avait marché sur son eczéma. Oui. C'est normal parce que dans nos sociétés, on est très pragmatique. Il faut que ça soit carré, il faut que ça soit vérifiable, il faut que ça soit randomisé, il faut que ça soit tout carré. C'est pas le cas. L'acupuncture, ça existe depuis 5000 ans quand même. Donc il faut quand même se reposer sur des bases. Voilà. Et moi, les vibrations de peau que je fais, c'est sur des points d'acupuncture aussi. D'accord. Voilà, des vibrations spéciales. Ça vient d'Indochine, comme je vous l'ai dit. Ça marche très bien sur tout ce qui est douleur. Parce qu'en fin de compte, ça coupe l'information au cerveau. Si on veut parler technique un peu, ça coupe l'information. Et le corps, il dit, bon, c'est bon, on va lâcher. Voilà. Oui. Mais ça, vous dites ça à quelqu'un sceptique, il va prendre son Doliprane ou son Efferalgan, et puis il ne viendra pas. Voilà. Et alors, comment vous le vivez, vous, ça, le fait d'exercer une profession qui repose principalement sur le ressenti, l'expérience, dans une société où vous dites que tout doit être pragmatique et éprouvé? C'est-à-dire vous, comment est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que c'est plus difficile pour vous de vous faire connaître, de pouvoir... Est-ce qu'il faut tout le temps que vous justifiez ce que vous faites auprès des personnes qui vous interrogent? Je ne justifie rien, je ne veux pas conquérir le monde. Les gens, ils viennent, ils viennent pas. Moi, c'est une passion. J'aurais un métier avec une boutique en ville, avec des panneaux partout, je ferais une grosse pub, je ferais tout ce qu'il faut pour que les gens viennent. Mais moi, ça ne m'inquiète pas. Moi. Je ne m'inquiète pas de ça. Je fais comme les autres. Le jour où on va m'enterrer, ça sera réglé, quoi. Voilà, il faut être un peu philosophe. C'est pour ça que quand je vois tout ce que je vois sur Internet, là, je pleure pas. Mais dedans, je pleure. Parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec des stages payés très cher et avec une personne en face d'eux avec un problème. Et là, ils vont avoir un problème. Parce qu'on ne met pas les mains sur les gens comme ça. S'il n'y a pas quelque chose au fond de vous
Si c'est pas naturel, normal. Après, il y a la technique. La technique, il faut l'apprendre. Mais si vous n'avez pas cette fibre au fond de vous, il y a un problème. Et vous avez des enfants, vous, Monsieur Bello ? Oui, madame. Qui ont hérité de ce... Mon fils, il aurait ce qu'il faut, mais il ne veut pas s'embêter. Il n'a pas il aura peut-être le déclic un jour. Pour l'instant, ça ne l'intéresse pas. Parce que la vie moderne, elle intéresse mieux que ça. Parce que ça, il faut y être tout le temps. Moi, dans ma tête, c'est en permanence. C'est en permanence. On en rêve de ça. J'y pense. C'est tout le temps comme ça. Oui, c'est très prenant. C'est comme la musique. Quelqu'un qui est un musicien, qui est très élevé dans la musique, il ne fait pas ça un quart d'heure par jour et puis il revient chez lui. C'est tout le temps qu'il faut être dans la machine pour évoluer. Voilà, j'ai fait un stage encore dernièrement là, pour évoluer. Il n'y a pas de limite. Le problème, c'est quand on met le doigt dedans, on fait manger le bras. Hein. Voilà. Donc moi, je suis au coude. Donc j'ai encore un peu de marge. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Bello, pour le temps que vous nous avez accordé et puis d'avoir pu mettre en lumière un métier qui est assez peu connu finalement. Et est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve exactement votre cabinet ? C'est 9 allées du Puy-Roger à Champs-Vinel, 06 23 48 92 09. De toute manière, vous tapez Google Jean-François Bello, je suis en première page. On tombe sur vous. Voilà. Et je voudrais dire, en conclusion, que moi, le mot rebouteux, je ne l'ai pas pris au hasard, c'est qu'il faut quand même honorer la mémoire des anciens qui ont soigné beaucoup de gens depuis très longtemps. Et cette mémoire, il ne faut pas qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle perdure, oui. Voilà. Et disons que le but, c'est pas de savoir si on y croit ou non, mais au moins même d'essayer, de voir ce que ça donne, si on est sceptique. Oui, mais il y a beaucoup d'officines à l'heure actuelle qui font du travail manuel, technique, donc les gens ils choisissent, et puis voilà, hein, on va pas mettre un PV à ceux qui viennent pas me voir. Non, vous nous direz si ça a eu un petit impact quand même, si maintenant de nouveaux jeunes ou pas, même viennent vous voir au cabinet. J'ai essayé de former des personnes, ça n'a pas été concluant parce que c'est vraiment s'investir. Ça ne tombe pas du ciel. Bon, merci beaucoup. Et puis moi je vous dis de mon côté à très bientôt pour le prochain épisode.